Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre journal de 15 heures. Voici les titres de ce journal. Le président de la République regagne la capitale après la COP 27. La délégation somalienne continue sa visite en République de Djibouti. Et enfin, pour les actualités internationales, le FMI encourage les investissements pour la résilience climatique de l'Afrique. C'est ce que nous allons voir dans cette édition de 15 heures. Les détails à présent, je vous disais dans les titres, le président de la République, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, a regagné ce mardi en début de soirée le pays à l'issue de sa participation au sommet distinct de la COP 27 de l'initiative du Moyen-Orient vert qui ont eu lieu à Sharm el-Sheikh, dédiés tous deux à la problématique du réchauffement de la planète, source faramineuse de dégâts multiformes allant de catastrophes naturelles dans les sécheresses et les inondations aux destructions économiques, en passant par la dégradation des écosystèmes avec pour autres conséquences insoutenables, les flux migratoires, le stress hydrique, l'érosion des sols, la prolifération des maladies. Les sommets respectifs de la COP 27 et de l'initiative du Moyen-Orient vert n'ont pas manqué de servir de relais à la création d'une plus grande sensibilisation sur les conséquences hautement dommageables du dérèglement climatique. Les travaux de ces assises sont vite commués en des stands véritables d'échanges de visions, de stratégies et d'expériences sur des projets viables de rémission au recours aux énergies fossiles principales cause du réchauffement climatique et des plateformes de résolution définitivement contraignantes quant à la mise en place de protocoles rigoureux d'assignation à des seuils maximale d'émissions de gaz à effet de serre et de solidarité financière internationale au profit des communautés les plus exposées et les plus vulnérables aux conséquences des problématiques du climat. Le président Guelleh a prononcé un discours dans chacun de ces deux sommets. Au sommet de la COP 27, il a dévolu l'essentiel de son propos à l'urgence pour la communauté internationale de souscrire collégialement et de façon contraignante à un processus efficient de solidarité, notamment financière au profit des pays africains subissant de plein fouet les conséquences drastiques du dérèglement climatique. Quant à son intervention au sommet de l'initiative du Moyen-Orient vert, elle a essentiellement porté sur la réaffirmation de la République de Djibouti à demeurer un partisan effréné de la coopération régionale en matière de lutte contre le réchauffement climatique. Il mit à profit cette tribune pour souligner la grande importance de l'initiative du sommet Moyen-Orient vert lancée par le Royaume frère d'Arabie Saoudite l'année dernière et sa vocation à constituer un facteur primordial et un ajout décisif à la bataille régionale contre le changement climatique. Rappelons que dans le cadre de son déplacement à Sharm el-Sheikh, en Égypte, le président de la République, le président Guelleh, était accompagné d'une importante délégation comprenant notamment le ministre de l'Environnement et du Développement durable, M. Mohamed Abdelkader Moussa Helem, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, M. Mahmoud Ali Youssouf, et l'ambassadeur de la République de Djibouti auprès de la République arabe d'Égypte et représentant permanent de notre pays auprès de la Ligue des États arabes, M. Ahmed Ali Barre. À présent, le ministre de l'Énergie chargé des ressources naturelles, son Excellence M. Younis Ali Guedi, a reçu ce matin dans son cabinet son homologue, le ministre somalien du pétrole et des ressources minérales, son Excellence M. Abdelrazak Omar Mohamed, membre de la délégation somalienne qui accompagne le Premier ministre de la République fédérale de la Somalie, M. Hamza Abdi Barre, qui séjourne à Djibouti depuis hier dans le cadre d'une visite officielle en présence du chargé d'affaires de l'ambassade de Djibouti à Mogadiscio, M. Mohamed Ibrahim Youssouf. Au centre des échanges entre le ministre Younis Ali Guedi et son hôte de marque, l'excellence et la qualité des relations bilatérales d'amitié et de coopération historique privilégiées qui lient les deux pays frères et amis, ainsi que le voisin moyen de les développer davantage, notamment dans le domaine des hydrocarbures. Après la projection sur une présentation des missions et des activités menées par la Société internationale des hydrocarbures de Djibouti, M. Younis Ali Guedi a expliqué à son homologue somalien les grandes lignes de la politique énergétique nationale avant d'évoquer les différents domaines possibles de coopération axés sur les hydrocarbures entre Mogadiscio et Djibouti. Au cours de cette réunion de travail fructueuse, les deux parties ont convenu d'œuvrer en faveur du renforcement de la coopération dans le secteur pétrolier par la mise en place d'un partenariat stratégique durable, gagnant-gagnant, profitable aux deux pays.
Pour sa part, le ministre somalien du pétrole et des ressources minérales, son Excellence M. Abdelrazak Omar Mohamed, a pour sa part d'abord remercié le ministre Younis Ali Guedi pour son accueil chaleureux et sa présentation des perspectives du développement du secteur énergétique de Djibouti, ainsi que l'opportunité de coopération entre les deux départements ministériels. À noter enfin que le secrétaire général du ministère, le conseiller technique du ministère, M. Omar Mohamed Moussa, M. Mahdi Wabri Hassan, les directeurs des hydrocarbures, M. Wahib Ali Boulo, le directeur des ressources naturelles, M. Adin Ismail, ainsi que des cadres de la Société internationale des hydrocarbures de Djibouti ont pris part à cette réunion de travail. À présent, nous continuons toujours avec les actualités nationales. L'un des événements phares de cette année, le ministre du Travail chargé de la formalisation et de la protection sociale a présidé ce matin un atelier qui a porté sur la déclaration au service des citoyens de son acronyme, le DSC. La déclaration au service des citoyens n'est autre qu'un vaste programme visant à améliorer les prestations administratives. Ce projet vise à revitaliser l'amélioration de l'administration publique à travers la mise en place de la déclaration du service aux citoyens. En effet, cette déclaration reflète les engagements du ministère en matière de qualité de la prestation de ces services offerts à la population, aux entreprises, mais aussi aux institutions et aux organismes. Par ailleurs, l'enracinement des valeurs de la déclaration des services aux citoyens au sein de l'administration djiboutienne reste une des préoccupations majeures du secrétariat exécutif chargé de la réforme de l'administration, connu sous son acronyme le SECRA. Ce matin, cet atelier a rassemblé les hauts cadres de l'administration, du secteur privé, mais aussi de la société civile. Des services aux citoyens est un document à caractère public dans lequel sont formulés les engagements des ministères quant au niveau de la qualité des services offerts aux citoyens. La charte de la DC, Monsieur le ministre, contient des mesures standards telles que le port de badge, l'espace d'accueil pour les usagers, mettre en place des tableaux de blancs de masse qui indiquent les orientations des usagers, affichage des bureaux, mettre en place des boîtes de doléances, des lignes vertes, etc. Et la deuxième mesure spécifique consiste au respect des délais de traitement des courriers. Donc, si je cite, après, une fois qu'on a nommé des points vocaux, une évaluation a été menée par les experts canadiens et on a vu que presque 70% des ministères ont bien impliqué. Dans son allocution, le ministre du Travail a déclaré que l'objectif de cet atelier était d'améliorer la qualité des services. Cela, a-t-il ajouté, est le défi majeur lancé à notre politique publique. On écoute le ministre. Comme vous le savez, en novembre 2016, le ministère du Travail a lancé un processus d'implantation de la déclaration des services aux citoyens destiné à cerner les attentes et besoins des usagers afin de mieux le prendre en compte et ainsi y répondre efficacement. Il s'agit pour vous tous, y compris moi-même, d'un contrat moral vis-à-vis de nos usagers pour leur garantir un service rapide, de qualité. L'objectif visé par cette déclaration est, dans un premier temps, d'instaurer une véritable culture des services au sein de notre administration afin que nos compatriotes reçoivent les services qu'elles ont droit et qu'ils attendent de nous. Le respect, l'accueil, la courtoisie et la diligence envers eux. Cette démarche citoyenne doit être un levier pour corriger les lacunes. C'est un des points de cet ordre du jour que vous allez y plancher pendant les 2 jours qui arrivent, c'est-à-dire aujourd'hui et demain. La finalité de la DSC est de constater un réel changement qui doit se traduire sur le terrain, non pas sur le bureau. Sur le terrain, pourquoi j'insiste? Parce que certains départements ministériels ont fait un excellent travail
je les encourage, je leur dis bravo. D'autres ont fait des relâchements, n'ont pas pu avancer. Pourquoi? Qu'est-ce qui les retient? Donc, nous avons tous ensemble une responsabilité pour que nos usagers de l'administration puissent être satisfaits de nous. C'est le seul devoir qui nous incombe. Beaucoup de travail reste à faire et il est temps d'y réfléchir ensemble. Le ministère du Travail est disposé, les services concernés sera plus disponible pour les points vocaux, pour les responsables. Je compte sur votre collaboration pleine et entière pour redynamiser. Sous l'égide de la ministre de la Jeunesse et de la Culture, Dr Hibo Moumin Assowe, qu'un dîner d'adieu est offert à nos illustres hôtes du PAWA, venus de différents horizons du continent, ainsi que les écrivains djiboutiens. L'événement a été couronné par des animations culturelles et musicales avec des danses folkloriques jouées par les vedettes djiboutiennes. Ce fut aussi l'occasion d'admirer des manifestations culturelles africaines hautes en couleurs bien applaudies. Notons la présence, outre la ministre, de l'ensemble des membres du PAWA, du collectif d'écrivains djiboutiens, le Somalipen et le Afarpen, du haut cadre du MJC, des parlementaires et plusieurs dizaines de filles et garçons ici de différents CDC de la capitale. Dans une courte intervention à consonance poétique, le secrétaire général du PAWA, Dr Wale Okudara, a insisté sur les valeurs et la dynamique littéraire, voire artistique, dans les perspectives de renforcement des rapprochements des peuples, d'amitié et de partage d'expériences. Le docteur Wale a remercié dans la foulée la ministre de la Jeunesse et de la Culture et son département pour ce dîner somptueux en guise d'adieu et de consolidation d'amitié entre Djibouti et les écrivains panafricains, exhortant les jeunes à l'art de l'écriture. Le mercredi 9 novembre 2022 a eu lieu au ministère délégué chargé de l'économie numérique et de l'innovation une importante cérémonie de signature d'une convention de partenariat entre le gouvernement de Djibouti, représenté par Mme Mariam Hamadou Ali, et les trois banques islamiques, la Sabah African Bank, le Salam African Bank et la East Africa Bank. Ce partenariat est établi dans le but de mettre en place le financement nécessaire dédié au développement d'un portefeuille de microfinance islamique. Les trois banques islamiques ont accepté de participer au développement économique dans la région de l'intérieur en proposant des produits de microfinance islamique. Son Excellence Mme Mariam Hamadou Ali, ministre déléguée chargée de l'économie numérique et de l'innovation, s'est réjoui de cet événement qui est historique pour notre pays. Le chef de l'État, lors d'un forum sur la microfinance islamique, avait exprimé sa préoccupation et détermination à soutenir ceux de nos concitoyens qui restent en proie à la pauvreté et à l'exclusion sociale. Le chef de l'État avait également précisé que les principaux enjeux et défis étaient d'apporter des réponses idoines et appropriées aux problématiques liées au financement des très petites et moyennes entreprises et d'inclusion financière des plus démunis. Par conséquent, cela fait longtemps que le gouvernement souhaite attirer des institutions privées et implémenter les microfinances islamiques dans nos régions qui ont un besoin de financement. C'est souhait aujourd'hui une réalité. L'événement auquel nous participons aujourd'hui est une réponse à ces problématiques relevées à l'époque par le président de la République. Les dirigeants des banques islamiques ont quant à eux accueilli avec beaucoup d'enthousiasme ce partenariat stratégique qu'il convient de qualifier de projet pilote de microfinance islamique. Ils sont engagés aux côtés du gouvernement à soutenir les prises d'initiatives privées de nos compatriotes de nos régions qui ont l'intention de développer leur activité. On écoute à présent les propos de la ministre en cette occasion. On va lancer officiellement la microfinance islamique privée.
privée. Et on a toujours cherché, voilà plus d'une décennie, à implanter ces mécanismes de financement à Djibouti. Et le gouvernement, avec le concours de la Banque islamique, vise à implanter une ligne de financement dédiée au développement d'un portefeuille de microfinance islamique en partenariat avec les banques islamiques locales en vue de renforcer l'auto-emploi et réduire les inégalités économiques et la création d'emplois directs et indirects induits par les projets financés. Les 3 banques islamiques qui sont présentes aujourd'hui avec nous ont accepté de participer au développement économique de nos régions de l'intérieur en proposant ainsi des produits de microfinance islamiques. Comme nous le savons tous, la pandémie du Covid-19 a entraîné des conséquences néfastes pour l'économie de nos régions. Ces propositions de services de microfinance islamique permettront de démarrer les activités de nos entrepreneurs et de développer le secteur privé de nos régions. Les banques que vous êtes aujourd'hui, vous allez déployer ces services de microfinance au courant de l'année 2023. Il est utile de rappeler les atouts et la spécificité de la microfinance qui réside dans la proximité de la banque auprès de sa clientèle. Vous ne serez pas uniquement des financiers, mais plutôt des conseillers. Et on va mettre tout l'appui technique nécessaire pour y arriver au service de l'entrepreneur pour la croissance de son entreprise. Le chef de l'État, lors d'un forum sur la microfinance, avait exprimé sa préoccupation et détermination à soutenir ceux de nos concitoyens qui se trouvent dans une situation de pauvreté et de l'exclusion sociale. Il avait précisé, je cite, les principaux enjeux défis étaient d'apporter les réponses appropriées aux problématiques de financement de petites, moyennes entreprises, principalement pourvoyeuses d'emplois et de création de richesses, d'inclusion financière de plus démunis, notamment la microfinance, le financement des petites entreprises, sans oublier la promotion de l'entrepreneuriat féminin. Santé à présent, pour renforcer la protection de nos enfants contre la poliomyélite, le ministère de la Santé a organisé, avec l'appui de ses partenaires, du 10 au 14 octobre 2022, une campagne de vaccination 10 au 14 novembre 2022, une campagne de vaccination contre la poliomyélite ciblant 156 000 enfants âgés moins de 5 ans dans tout le pays. La cérémonie de restitution de l'atelier sur la campagne de vaccination contre la polio a vu la participation des équipes de l'UNICEF et de l'OMS. Quant à l'objectif de cet atelier, il s'agit de faire le retour d'expérience sur la campagne de vaccination contre la poliomyélite afin d'améliorer la qualité au 4e tour qui se déroulera du 26 au 30 novembre 2022. Dans son intervention, le secrétaire général a souligné que du fait de sa position géostratégique, Djibouti est un point de passage privilégié pour les grands flux migratoires en provenance ou à destination de la péninsule arabique. Cela constitue un risque additionnel d'importation de poliovirus qui circulent dans les pays voisins. Le ministère de la Santé est engagé depuis les années 90 aux campagnes de polio pour éliminer puis éradiquer, comme ça a été fixé par les organisations internationales OMS, UNICEF. Mais jusqu'à présent, le monde n'a pas réussi à éradiquer complètement la poliomyélite. Et nous constatons donc avec regret que nous faisons face à la réapparition des cas, notamment dans les environnements de polio qui circulent. S'il y a des virus dans les eaux usées, c'est que ça vient de quelque part. Des enfants, nous avons beau à dire que ça vient de l'extérieur, mais le risque est pour les enfants de Djibouti. Donc, tant que nous n'avons pas 95% de couverture vaccinale de routine, nous serons obligés de faire des campagnes régulières de poliomyélite.
Le directeur général de la police nationale, le colonel Abdourahmane Ali Kahin, a accueilli une forte délégation de la force en attente de l'Afrique de l'Est, ou EASF, dans son acronyme anglais, conduite par le chef d'état-major interarmé de l'ISF, le brigadier général Ousmane Mohamed Abbas, et par le colonel Mohamed Barkad, l'assistant du brigadier général en administration et finances. Les longues discussions entre les deux personnalités ont principalement porté sur le rôle important que joue cette force dans notre continent. À cet effet, le brigadier général Ousmane Mohamed Abbas a félicité la police djiboutienne pour ses nombreuses participations aux différentes missions de maintien de la paix dans les pays en conflit. Plusieurs officiers supérieurs de la police nationale ont pris part à cette rencontre qui s'est refermée avec les échanges de cadeaux et la traditionnelle photo du groupe. Et c'est dans cette même optique que la délégation de l'ISF, conduite par le chef d'état-major interarmé de l'ISF, le brigadier général Ousmane Mohamed Abbas, accompagné du directeur de la sécurité publique, le colonel Omar Hassan, s'est rendu dans les locaux de la police technique et scientifique, accueillis à leur arrivée par le commandant de la police technique et scientifique, le commandant Farhan Abdelrageb. Ils ont pu visiter les différentes entités de cette structure qui abrite du matériel de très haute technologie. En effet, sous l'impulsion du directeur général de la police nationale, le colonel Abdourahmane Ali Kahin, la police technique et scientifique de Djibouti dispose d'équipements uniques dans la Corne de l'Afrique. À ce titre, le commandant Farhan Abdelrageb n'a pas manqué de mettre l'accent sur les avancées entreprises par la police nationale en matière de recherche de tout type d'empreintes. Toujours dans la même matinée, la délégation s'est rendue à l'académie de police Idriss Farah Abane, située à Nagad. Après le passage aux revues de piquet d'honneur des raids, le brigadier général Ousmane Mohamed Abbas, accompagné aux officiers de la police nationale, s'est entretenu avec le directeur de l'APIFA, le commandant Omar Youssouf Omar, qui a profité de cette visite de courtoisie de la délégation de l'ISF pour présenter l'académie de la police. En effet, cette académie qui accueille depuis déjà plusieurs années les formations des policiers somaliens, ambition de devenir dans les années à venir un centre régional d'excellence en matière de formation pour les policiers de l'Afrique de l'Est. La visite de l'APIFA de la délégation de la force en attente de l'Afrique de l'Est s'est clôturée par un échange de cadeaux et la photo de groupe. À noter que la force en attente de l'Afrique de l'Est est une organisation régionale dont le mandat est de renforcer la paix et la sécurité dans la région de l'Afrique de l'Est. C'est l'une des 5 forces multidimensionnelles régionales de la force africaine en attente, composée de composantes militaires, policières et civiles. L'ISF a été créé en tant que mécanisme régional pour fournir une capacité de déploiement rapide de force afin d'effectuer un déploiement préventif, une intervention rapide, des opérations de soutien ou des stabilités de la paix et l'imposition de la paix. L'ISF est actuellement composé de 10 États membres signataires en 2005 du protocole d'entente portant sur l'établissement de la force en attente de la région d'Afrique de l'Est, à savoir le Burundi, les Comores, Djibouti, l'Éthiopie, le Kenya, le Rwanda, les Seychelles, la Somalie, le Soudan et l'Ouganda. Nous allons poursuivre avec une nouvelle toujours dans le nouvel national sport. Le stade Hassan Bouled a abrité un tournoi open du jeu d'échecs de la 3e édition. Plusieurs jeunes issus de différents quartiers de la capitale ainsi que d'autres personnes, filles et garçons, des associations opérant dans les communes de Djibouti-Ville ont participé à ce tournoi de ce jeu de redevance d'esprit et de tactique hautement estimé partout dans le monde. L'événement a vu la présence de plusieurs responsables, en l'occurrence le président de la Fédération djiboutienne des jeux d'échecs, M. Yassine Suleiman, et les membres de sa fédération. Ce tournoi va se dérouler durant 12 jours pour cette année. La nouveauté, c'est 8 tables connectées à l'Internet pour établir ce jeu ou cette compétition en ligne. Désormais, le public veut suivre le jeu d'échecs djiboutien en ligne en regardant tous les tournois en direct. Certainement, l'un des plus grands avantages de l'ère Internet, nous nous sommes
Plus obligé d'attendre la publication des livres ou des revues pour avoir les derniers parties de plus forts joueurs d'échecs de la planète. Vous pourrez alors gratuitement voir les parties de vos joueurs préférés en direct. Une plateforme est mise à votre disposition pour vous aider à analyser les parties. Un forum souvent très actif vous permettra d'échanger avec d'autres passionnés du jeu d'échecs autour des parties visionnées. La mer, comme vous avez vu, mais Inch'Allah, on compte sur vous, surtout que je viens d'entendre des mots très positifs de la part de l'expert, et qui vous a trouvé très assidu, très intentionné pour le cours. Ça, c'est très encourageant. Et Inch'Allah, c'est le début, mais que ça ne soit pas la fin. Et enfin, pour les actualités internationales, je vous disais dans les titres, l'Afrique est l'une des zones les plus durement touchées par les effets de la crise climatique. Pourtant, les financements pour y faire face lui font défaut. Le président de la Banque africaine de développement, les chefs du gouvernement et la directrice du FMI étaient réunis ce mardi en marge de la COP 27 en Égypte pour accélérer le financement de l'adaptabilité du continent. Le ministre britannique des Affaires étrangères a promis mardi que son pays financerait à une hauteur de 200 millions de livres un nouveau mécanisme destiné à allouer des fonds pour soutenir les pays vulnérables dans leur engagement en faveur de l'adaptation en conséquence des changements climatiques. Ce dispositif est mis en place par le programme d'accélération de l'adaptation en Afrique, lui-même à l'initiative de Banque africaine de développement et du Centre mondial pour l'adaptation. C'est la fin de cette édition, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi et restez avec nous pour la suite du programme.